L'emploi et le chômage en République démocratique du Congo, c'est vrai que le manque d'emploi n'est pas une invention congolaise. Partout ailleurs, il y a le chômage, mais est-ce celui du pays de Félix Tshisekedi Tshilombo est alarmant? Messieurs et dames, éléments de réponse dans cette nouvelle édition des enjeux, et nous allons beaucoup plus nous focaliser sur les pistes de solutions. Encore une fois, merci de votre fidélité. Pour en parler, nous avons fait appel à un entrepreneur congolais que je vous invite à découvrir. C'est Eje Omo. Mathieu Takizala. Mathieu Takizala a un diplôme de licence en économie monétaire de l'Université de Strasbourg en France. Il est aussi directeur général du spécial autogarage de l'IMETE à Kinshasa. Mathieu Takizala est un entrepreneur congolais, initiateur du défi RDC. Mathieu Takizala, bienvenue dans le jeu. Ah, merci John. L'entrepreneur congolais. Le plaisir partagé. On s'installe tranquillement. D'autant plus que le sujet qu'on aborde est épineux. L'entrepreneur d'abord, c'est qui est un entrepreneur et est-ce facile d'être entrepreneur en RDC? Bon, vous savez, un entrepreneur, c'est qui? L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée de la valeur pour lui et qui crée de la valeur pour son État, qui crée aussi la valeur pour les concitoyens dans le territoire. Donc aujourd'hui, en RDC, nous devons vraiment avoir plus des entrepreneurs, parce que l'emploi industriel a reculé. C'est l'auto-emploi qui peut permettre au système économique congolais d'être prospère et digne, parce que nous sommes en régime de chômage de masse. Et est-ce être entrepreneur en RDC? Nous avons d'abord des entrepreneurs congolais. Et est-ce facile d'être entrepreneur en RDC, surtout en ces moments? Non, l'écosystème est à moitié vide. Hein, quand vous regardez aujourd'hui, il y a un bon nombre des entrepreneurs congolais qui pouvaient créer une valeur ajoutée pour la République démocratique du Congo, mais comme l'écosystème n'arrive pas à les booster, c'est pour ça que vous voyez que timidement, on voit les actions des entrepreneurs en République démocratique du Congo. Parce que lorsque les entrepreneurs agissent, vous allez voir que l'État gagne en maturité, l'État développe, le système économique devient fluide. Comme vous voyez aux États-Unis aujourd'hui, les entrepreneurs américains sont en train d'agir dans tout le secteur de la vie. Vous verrez qu'aujourd'hui, l'économie américaine reste le top des économies mondiales. Donc, en ce moment, on peut dire qu'il n'y a pas d'entrepreneurs congolais. Non, nous sommes là. Moi qui est en face de vous, je suis un entrepreneur congolais, sauf que la collectivité d'ensemble qu'on appelle les politiques étatiques ou le politique de la République démocratique du Congo doit comprendre qu'aujourd'hui, vu l'urgence sociale de la République démocratique du Congo, vu le régime de chômage de masse, vu la frustration, toutes les frustrations qui sont dans le terrain social, il faut accompagner les entrepreneurs dans le territoire. Alors, nous parlons chômage, manque d'emploi en République démocratique du Congo. C'est une émission tout à fait pédagogique. Nous devons d'abord comprendre qu'est-ce qu'on attend par chômage ou manque d'emploi dans un pays. Bon, vous savez d'abord, un chômeur, c'est qui? C'est un citoyen ou une citoyenne qui a l'âge de travailler, mais bizarrement, il n'a pas l'activité. Ça peut être celui qui a fait les études, ça peut être celui qui a fait aussi des formations professionnelles, mais lorsqu'il y a un certain âge où vous pouvez vaguer, l'État doit vous rassurer l'emploi, le travail. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, le premier employeur dans tout le pays du monde, c'est le secteur privé. Mais je vous informe que depuis 1973, le secteur privé congolais, on l'a fragilisé. Le preuve en est que vous voyez que nous sommes dans un régime de chômage de 85% de la population active. 85% de la population active. Oui. Ok, c'est bien beau de le dire, mais cet état des choses, ces tableaux sombres d'attaquants remontent à quand, voulais-je dire? Ce tableau sombre a connu beaucoup de périodes, beaucoup d'épopées, en commençant de 1960. Ça signifie que le crise venant plus du côté de la politique et de l'administration a fragilisé le tissu économique du secteur privé. Après les années 60, c'est la partie des années 70. 70, on a vu beaucoup de
des crises qui se sont installées dans le territoire, entre autres la zarisation, qui a fait que l'outil productif qui était dans le secteur privé s'est fragilisé. Automatiquement, on a perdu plus d'emplois dans les années 73. Après, là, c'est le politique budgétaire qui ont été budgétaire de rigueur, avec ce qu'on appelait le plan d'agissement structurel, qui a frissé beaucoup de secteurs d'activité en République démocratique du Congo, y compris l'éducation nationale. Cela n'a pas permis que l'emploi productif soit dans les territoires. Après, là, c'est les années 90. Les années 90, c'est la crise autour de conférences nationales souveraines. Et puis, 93, c'est ce que nous avons appelé à l'époque les années de pillage. Ça signifie qu'on a pillé quoi? On a pillé encore l'outil productif du secteur privé, le magasin, les entreprises. Cela nous a fragilisés. Or, dans tous les systèmes économiques, il y a des piliers. Premier pilier, c'est le ménage. Ça signifie que les gens qui ont revenu. Deuxième pilier, ce sont les entreprises. Mais lorsque les entreprises sont frustrées, les ménages ne vont pas avoir le revenu et les systèmes économiques vont venir, le système économique déficitaire. Aujourd'hui, nous avons un déficit dans le territoire de la création de l'emploi. Donc, tout est parti de l'époque de Mobutu. Et le pillage y est pour quelque chose. Qu'est-ce qu'on avait détruit à cette époque exactement? Parce qu'on doit se comprendre. On avait détruit tout ce qui était comme outil productif. Ça signifie que les entreprises, il y a eu pillage dans l'illimité. Et ça nous rattrape jusqu'à aujourd'hui. Oui, jusqu'à aujourd'hui, parce que quand vous avez des crises dans un régime économique, dans un système économique, ça signifie qu'il faut rebooster l'économie après la crise, pour sortir de la crise. Et là, on s'est limité dans les années 80. Mais après, si on va dans les années 97 encore, 2000, il y a eu toujours des crises. 97, c'est la crise qui venait du côté de l'Est, avec le mouvement des AFDEL, et beaucoup d'outils productifs dans le territoire étaient frustrés. Après 97, c'est 2000, les années 2000, 2001, ainsi de suite, ou Tenica, voilà. Donc, il y a eu beaucoup de frustrations dans le territoire et que ça n'a pas permis aux entreprises d'être productifs en République démocratique du Congo. Et c'est là, l'accumulation des crises a fait que le chômage galope et la démographie, nous ne le suivons pas dans la planification. Et c'est pour ça que vous voyez qu'aujourd'hui, les territoires sont dans ce qu'on appelle le régime de chômage de masse. Le régime de chômage de masse, vous avez parlé de 85% de la population active. Et qu'est-ce que ça dit, population active? Et je risque de me répéter, mais la répétition, c'est la mère de la science. Ça signifie que population active, c'est celui qui est plus mineur, celui qui a l'âge de travailler. Parce que logiquement, quand vous êtes enfant, vous ne pouvez pas travailler. La législation du travail ne permet pas à un mineur de travailler. Donc, c'est un adulte qui doit travailler. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, il y a beaucoup d'adultes qui ont l'âge de travailler, mais bizarrement, il n'y a pas l'emploi pour eux. Donc, ces gens-là sont considérés chômeurs. Mais comme l'instrument qui fait la comptabilité des chômeurs, c'est ce qu'on appelle l'office d'emploi. Mais aujourd'hui, on n'a pas réanimé l'office d'emploi en République démocratique du Congo. C'est pour ça que vous voyez que le statistique, logiquement, tous les semestres, c'est l'office d'emploi qui devait commencer à nous donner des statistiques réelles, territoire par territoire, village par village, pour que ceux qui dirigent puissent être informés et puis chercher des voies et moyens pour sortir d'un régime de chômage de masse. Je crois qu'on aime aujourd'hui, tel que ce qu'on fait avec IGF, pour aller regarder la gestion des uns et des autres, mais je crois qu'aujourd'hui, une bonne planification de politique de l'emploi en République démocratique du Congo, on doit mettre le paquet autour de l'institution qu'on appelle l'Office public de l'emploi pour que nous puissions quand même. Pourquoi quelqu'un ne trouve pas l'emploi? Est-ce qu'il a beaucoup de requis? Est-ce qu'il a toutes les formations? Cet établissement public doit commencer à accompagner et les employeurs et ceux qui cherchent de l'emploi en République démocratique du Congo. Bizarrement, on ne donne pas beaucoup de paquets. C'est pour ça que vous voyez qu'on néglige. Et l'absence du travail structurel fait que l'économie de la contrebande développe. Et c'est ce qu'on appelle l'informel. Et l'informel, lorsqu'il est supérieur dans un territoire, ça fragilise les entreprises. Vous avez appelé ça l'économie de la contrebande. La contrebande. Expliquez-vous. C'est une économie qui n'est pas dans les règles, c'est une économie qui ne peut pas créer une valeur ajoutée, c'est une économie qui tue le système économique réel. Ça signifie que lorsqu'un commerçant qui est immatriculé, qui est dans la logique économique structurelle, et a ce qu'on appelle une concurrence déloyale, et celui qui pouvait créer de l'emploi ne créera pas de l'emploi. Parce que si l'emploi ne se crée pas, beaucoup d'organisations sont fragilisées, telles que le chômage, le retraite, le développement, la petite enfance, ainsi de suite. Donc, cette contrebande va nous priver de l'argent pour assurer la retraite des aînés. Cette contrebande va nous priver de l'argent pour la scolarisation des enfants.
cette contrebande va nous priver de l'argent pour l'investissement dans le territoire. C'est pour ça que nous disons que cette économie, on ne peut pas faire ensemble avec. Et pour lutter contre cette économie, il faut soutenir l'économie réelle. Ça signifie que les entreprises qui sont dans le territoire, dans la formalité de choses. C'est aussi ça qu'on appelle chômage déguisé, en d'autres termes? Oui, c'est un chômage déguisé parce qu'il n'y a pas d'outils. Ils ne sont pas dans l'égalité des choses et automatiquement, c'est un chômage déguisé, mais a des conséquences néfastes pour un système économique. Mathieu Takizala, entrepreneur congolais, c'est vrai, vous venez là de brosser un tableau sombre de la situation de l'emploi en République démocratique du Congo, mais on ne va pas se limiter là. Essayons de saisir les taureaux par les cornes. Que faire maintenant pour sortir de cette situation? Sergio, on va reculer un peu derrière, hein, parce que vous savez qu'à part tout ce que je viens d'établir, là on est en pleine crise de Covid-19 qui a commencé en 2020. Cette crise y est aussi pour quelque chose. Oui. Ça vient empirer la situation. Ça amplifie encore beaucoup de choses. Ça signifie que les deux pieds de l'économie, du système économique ont été fragilisés. Le ménage et les entreprises. L'offre et la demande. En économie, on parle plus l'offre et la demande. La demande, c'est les consommateurs. Les consommateurs, sans salaire, ils ne peuvent pas consommer. Vous comprenez? L'offre, c'est les entreprises. Les entreprises sans carnet de commandes, ils ne peuvent pas. Et lorsque les entreprises n'ont pas l'offre, automatiquement, ils ne créent pas de l'emploi, ils ne créent pas la valeur. Et cette crise a fragilisé les deux instruments de l'économie. Ça signifie que, brusquement, les entreprises, suite au confinement sanitaire, beaucoup de secteurs ont été mis aux arrêts. Beaucoup des employés, c'est pour ça que vous avez vu que la plupart des états-majors ont rassuré, parce que l'absence de revenus pour un citoyen, c'est vraiment une catastrophe pour le système économique d'un pays. Et vous avez vu que lorsque la crise de Covid-19 a touché les états-majors, on a assuré ce qu'on appelle le chômage partiel. Ça signifie qu'on met des dispositifs pour rassurer aux consommateurs, le ménage, pour qu'ils continuent à consommer. Et on met aussi des dispositifs pour accompagner les entreprises qui ont manqué du chiffre d'affaires. Au République démocratique du Congo, jusqu'à aujourd'hui, cette Covid, nous croyons que ça va sortir tout seul. Non, ça ne sortira pas tout seul. Ça signifie que cette crise-là est comparée à la crise de 1929. Et en général, dans le cycle économique... La grande crise de 1929. La grande crise de 1929. Ça signifie que lorsque vous êtes dans un régime de crise, automatiquement, il faut mettre des outils qui peuvent permettre que vous puissiez sortir de la crise. Mais aujourd'hui, et c'est pour ça que vous voyez qu'en général, il y a des palettes dans la politique de relance du système de crise, ce qu'on appelle politique budgétaire et politique monétaire. Ça signifie que l'État a des éviers où ils peuvent actionner, et c'est là où vous avez vu qu'en 1945, le plan Marshall, c'est l'augmentation de la dépense publique pour créer un plan pour réajuster ou booster le système économique. Mais bizarrement, le système économique congolais aujourd'hui, comme la consommation est plus dans l'informel, ça signifie que la partie formelle devient minime et automatiquement, on ne va pas créer de l'emploi. Ça signifie que pour créer de l'emploi, il faut soutenir des entreprises. Ça signifie que lorsqu'on soutient des entreprises via une carnet de commandes saine, ça signifie que l'État doit jouer son rôle dans une période de crise. Dans une période de crise, le client majeur, c'est l'État. Parce que les ménages sont fragilisés. Les ménages n'ont plus de moyens. Et c'est à l'État maintenant de mettre des dispositifs sains pour que le système revienne comme avant la crise. Non, mais soyons paix. J'aimerais qu'on aille des détails. Là, j'ai l'impression que vous êtes allé un peu trop vite en besogne. Si on peut donner des détails. Vous commencez à parler du plan Marshall, il nous faudra aussi un plan... J'ai donné un exemple. Ouais, c'était juste un exemple. Mais parlons concrètement, parce que le cas du Congo est spécifique. Que faire exactement? Par où commencer pour résorber, ou si vous voulez, absorber ces problèmes de chômage de masse? Le cas du Congo actuel, ça signifie qu'il faut l'État créer une enveloppe qu'on appelle un plan de relance. Parce que les entreprises sont touchées, les ménages sont touchés. Et d'un côté, nous avons le informel qui nous dirige en République démocratique du Congo. Et la démographie est galopante. Beaucoup de Congolais qui ont allé à l'école ne trouvent pas l'emploi.
Ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école sont encore au chômage. Ça signifie qu'il faut des alternatives. Et l'alternative qui peut sauver la République démocratique du Congo à l'heure actuelle, c'est utiliser les deux dispositifs. Les politiques budgétaires et le politique monétaire. En politique budgétaire, où on baisse la fiscalité, en République démocratique du Congo, pour permettre les entreprises d'avoir du cash flow, de se réagir, réembaucher des Congolais, ou on fait quoi? On augmente la dépense publique en créant un plan de relance. Et ce plan de relance doit toucher autour des entreprises, parce que lorsque les entreprises ont un carnet de commandes, automatiquement, ils vont réembaucher les Congolais. Parce que le Congolais sans revenu, automatiquement, l'État ne peut pas se développer. C'est le cas actuel de 2021 en République démocratique du Congo. Bon nombre de Congolais n'ont pas de revenus, n'ont pas un salaire. Or, l'absence de salaire dans des Congolais ne fera pas cet État un État des consommateurs ou un État économiquement fiable. Donc, il faut un plan de relance. Ou, dans les politiques budgétaires encore, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut, je vous ai dit, que baisser l'imposition en République démocratique du Congo. Prenons par exemple l'imposition sur la douane. Aujourd'hui, nous avons plus de chômeurs. Je ne vois pas que ça ne sert à rien qu'on continue toujours à laisser cet taux de douane en République démocratique du Congo, parce que l'État doit chercher des voies et moyens d'avoir plus de Congolais qui travaillent. Parce que lorsque les Congolais, beaucoup vont commencer à travailler, c'est l'État qui va commencer à s'enrichir. Parce que laisser les Congolais dans le chômage de masse, l'État s'appauvrit. Si je vous suis de près, donc résoudre ces problèmes, ce n'est pas exclusivement un problème de l'État. Je crois que même les privés, vous et moi, avons un rôle à jouer. Nous sommes là. Oui. Ça signifie que nous, le privé, nous sommes établis dans le territoire. Mais qu'est-ce qui manque au privé d'agir? Tout à fait. Aux entrepreneurs, voilà, aux créateurs d'emplois. Aux créateurs d'emplois. Ça signifie que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est le carnet de commandes. Le carnet de commandes est absent et l'accompagnement financier. C'est quoi le carnet de commandes? Le carnet de commandes, c'est le marché. Ça signifie que vous avez vu que dans tous les États où la crise s'est passée, on crée des plans. Et le plan, autour de ce plan, il y a ce qu'on appelle un carnet de commandes aux entreprises. L'appui aux entreprises. Ça signifie que pour appuyer les entreprises, et quand on appuie les entreprises avec le carnet de commandes, moi par exemple, l'entreprise que je dirige, je vois que la crise est profonde. Qu'est-ce que nous proposons chez Special Auto Garage? Nous avons des modèles économiques. Nous voyons qu'autour de l'automobile, nous pouvons créer plus d'emplois. Nous disons dans le premier modèle économique de Special Auto Garage, ça signifie que l'économie de franchise. Nous disons à tout Congolais qui a de l'argent, liquidité, mais qui veut créer une valeur ajoutée économique, qui récupère l'entreprise Special Auto Garage, parce qu'aujourd'hui, la pauvreté de biens mécaniques dans le territoire et dans toutes les grandes villes congolaises. À Lubumbashi, vous allez voir par cinquantaine de garages. À Goma, vous ne trouverez pas cinquantaine de garages modernes. À Mbujimai, de même à Matadi, ainsi de suite. Je crois qu'aujourd'hui, ceux qui ont de l'argent, y compris le pouvoir étatique, c'est de s'associer avec Special Auto Garage pour que nous puissions s'établir dans le territoire. Puisque ce garage va s'établir dans 26 provinces, on créera de l'emploi. Donc pour établir dans 26 provinces, d'un côté l'accompagnement financier, de l'autre côté du contractuel avec les autres entreprises qui existent dans le territoire. Allons-y, et puis il faut réformer les entreprises du portefeuille. Parce que dans tout le système économique, les grandes entreprises ont un rôle. Le rôle des grandes entreprises, c'est lequel? Le rôle des grandes entreprises, c'est d'être le client de petites entreprises. Aujourd'hui, le système économique congolais, les grandes entreprises n'est plus de plus en plus le client de petites entreprises. Et cela fait que, or, l'ironie de l'histoire, c'est quoi? Ce sont des petites entreprises qui sont le grand pourvoyeur de création d'emplois dans le territoire. Mais lorsque les petites entreprises n'ont pas le carnet de commandes, c'est pour ça que vous voyez que nous tardons toujours dans ces régimes de chômage de masse. C'est pour ça que nous disons, les entreprises, nous Special Auto Garage, les entreprises, y compris les institutions, qui ont des intérêts connectés avec Special Auto Garage, tels que ceux qui ont du charroi automobile, comme ils sont établis sous les 26 provinces de la République démocratique du Congo, il n'y a qu'à travailler avec nous, au lieu d'être uniquement clients, mais ils peuvent devenir aussi associés à l'intérieur de la structure congolaise qu'on appelle Special Auto Garage. D'un côté, on va résoudre le problème fiscal, le problème économique et le problème social et de la création de l'emploi dans le territoire. Parce que plus que Special Auto sera sur le 26 provinces de la République démocratique du Congo, là où il va s'établir, il créera de la valeur autour de la création de l'emploi. Et on peut le multiplier. Il y a plusieurs entreprises qui sont dans le cadre de Special Auto Garage. Et si on le fait, le vrai public privé
qu'on dit tant en République démocratique du Congo, vous verrez qu'on peut commencer maintenant à menacer ce cancer qui est vraiment important. Ce fléau du chômage de masse en République démocratique du Congo. Et puis, améliorer aussi la formation des Congolais. Pendant longtemps, logiquement, tous les États qui ont lutté contre le chômage, on tient compte du bassin de l'emploi. On ne peut pas continuer toujours à former des Congolais pour former. Mais pour bien former les Congolais, il faut qu'on essaie aussi d'interroger les employeurs qui sont dans le territoire congolais. Aujourd'hui, ils ont besoin de quel type de formation. Donc, il faut qu'on accélère l'alternance, qu'on accélère ce qu'on appelle les formations accélérées, parce qu'on est allé plus dans des formations filiales générales, universités, mais bizarrement, on forme plus de chômeurs et on n'arrive pas à sortir de l'auberge du chômage de masse en République démocratique du Congo. Mathieu Takizala, parlons maintenant des secteurs. Quel est d'après vous les secteurs les plus porteurs, les secteurs qui peuvent les plus booster la République démocratique du Congo pour qu'on sorte de ces chômages des marches, de ces chômages des masses? Bon, vous savez, pendant longtemps, la croissance congolaise a été toujours tirée dans ce qu'on appelle le mine. Donc le mine, on peut avoir des ressources financières, mais ce n'est pas autour de mine qu'on va créer plus d'emplois. Vous comprenez? Nous sommes des gens, logiquement, un régime économique sain. Le taux de chômage doit tourner autour de 3%, 4%, mais nous sommes en 85% de la population. Vous comprenez? Et les conséquences sont multiples dans nos cités aujourd'hui. L'exode, l'environnement qui n'est pas propre, parce que chacun, comme il ne trouve pas là où il va déposer le CV, il crée son petit ligablo dans le coin des riz, et l'insalubrité, et les typhoïdes qui gangronnent, ainsi de suite, l'insécurité, les jeunes gens qui sont là parce qu'ils ne trouvent pas où ils peuvent s'occuper. Vous voyez, donc il y a beaucoup de choses dans notre société aujourd'hui. C'est pour ça que nous disons, le secteur que nous pouvons mettre en zoom aujourd'hui, nous devons agir autour des secteurs à forte valeur ajoutée de création d'emplois. Comme par exemple le secteur vert. Le secteur vert. L'écologie. Le secteur vert, quand ça commence par ce qu'on appelle l'agriculture, l'élevage, ainsi de suite, la pêche, voilà donc. Et dans ces secteurs-là, on peut créer plus d'emplois. En République démocratique du Congo, parce qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, nous avons besoin d'aller dans des secteurs où on va caser plus de Congolais. Par exemple, l'industrie. Parce que je vous informe que lorsqu'on accède à l'indépendance en République démocratique du Congo, ce pays avait 9000 entreprises industrielles. Aujourd'hui, nous n'avons même pas 1000 entreprises industrielles. Donc, il faut aller encore parce qu'autour de l'industrie, on va avoir plus de Congolais qui seront casés. Et puis, accompagner le secteur des entreprises dans le tertiaire. Le tertiaire prend, par exemple, nous, le spécial autogarage, le bancaire, ainsi de suite, pour que nous puissions quand même, les télécoms, voilà, donc, soutenir aussi, parce que c'est là où on a plus besoin de main-d'œuvre. Et puis, c'est tout ce qu'on appelle l'ingénierie. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas développer un pays lorsqu'on met de côté la technique. Parce qu'avec la technique, l'infrastructure, la construction de routes, construction de maisons, ainsi de suite, parce que l'infrastructure nous fait défaut en République démocratique du Congo aujourd'hui. Ce sont ces secteurs-là qu'on peut caser plus de Congolais. Plus qu'on va réussir à caser plus de Congolais, automatiquement, le système économique peut revenir. Bon, aujourd'hui, les défis sont multiples à caractère social. Et multisectoriels aussi. Voilà, donc multiples à caractère social. Aujourd'hui, je pense que les agents économiques sont en difficulté en République démocratique du Congo, entre autres le ménage congolais. Vous avez parlé du secteur vert, et ce n'est pas la terre arable qui manque en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui fait assez que ces secteurs soient apparemment ignorés, si pas utilisés à bon escient? Vous pensez, regarde, cher John, quand les gens parlent du secteur vert en République démocratique du Congo, on croit uniquement à celui qui plante, tout ça, ainsi de suite, or que c'est tout à l'élevage. Voilà, or que même vous plantez, s'il n'y a pas un distributeur, logiquement dans des pays organisés, le planteur va planter en fonction du coopérative agricole. Il lui dit, voilà, nous avons besoin de tonnes, tant. Donc il faut maintenant regrouper tous ces planteurs-là autour des interfaces qu'on appelle les regroupements agricoles, les coopératives agricoles. Et le coopérative agricole doit avoir un client. Mais en général, le client des coopératives agricoles, c'est les distributeurs, c'est ce que vous appelez les supermarchés, tout ça, ainsi de suite. Aujourd'hui, à la République démocratique du Congo, il n'y a même pas une dizaine de marques qui se développent pour la distribution.
Vous comprenez? Il n'y en a pas, même pas une cinquantaine. Vous imaginez qu'un pays grand comme la République démocratique du Congo, il n'y a même pas une centaine de marques en distribution. La ville de Kinshasa, ceux qui font la distribution aujourd'hui, ce n'est même pas 5 ici dans la ville de Kinshasa. C'est même pas 5. C'est pour ça que nous disons qu'il faut accroître ce secteur. Ça signifie que plus qu'on va développer plus de distributeurs dans le territoire, plus qu'on va organiser des coopératives agricoles, vous verrez que ce secteur va être promoté. Mais on ne peut pas compter uniquement aux planteurs et distributeurs et coopératives. Il faut avoir aussi le transporteur parce que c'est toute une chaîne. Hein? C'est toute une chaîne. Et puis les transformateurs. Parce que le distributeur qui distribue va distribuer pas uniquement le produit en état brut. Donc il faut avoir aussi ce qui transforme ce qui a été cultivé en République démocratique du Congo. Donc ça signifie que l'industrie agroalimentaire qu'on appelle. Donc il faut développer ça en République démocratique du Congo. Et c'est dans ces chaînes-là que vous allez voir que beaucoup de Congolais, imaginons que si nous amenons des politiques à chaque région, qu'il y a par exemple une quinzaine de marques de distribution ou une vingtaine de marques de distribution. Vous imaginez combien d'emplois qu'on va créer? Et si on développe aussi, par exemple, une centaine de transformateurs dans chaque région, c'est là où on crée de la valeur. Et si on crée aussi, par exemple, dans chaque région, 250 transporteurs, c'est là où les emplois vont se créer. Et puis, vous ne pouvez pas avoir de transporteur sans avoir le magasin technique, sans avoir les garagistes, sans avoir celui qui vend l'essence, ainsi de suite. C'est ça. Parce que pour aller transformer... Donc ça crée un effet domino. Ça crée un effet économique. Donc aujourd'hui, si nous voulons qu'on parle plus de l'agriculture, il faut que toute cette chaîne-là soit respectée. Et nous n'allons pas oublier des instituts de recherche. Parce que vous ne pouvez pas développer l'agriculture en laissant l'inhérent à côté. Les laboratoires de recherche agronomiques. Vous comprenez? Donc c'est ça, et y compris l'administration. Donc maintenant, il faut mettre l'accent. Mais comme on est fragilisé, aujourd'hui, l'État doit assainir et l'État doit chercher l'endettement. L'État doit chercher à créer un plan de relance de la République démocratique du Congo pour qu'il puisse booster le secteur privé qu'il a abandonné depuis 1973. Faites-moi une bonne politique, je vous ferai de la bonne économie, on l'a toujours dit. Pouvez-vous établir un pont entre la politique et l'économie? Et je voulais autrement poser la question. En République démocratique du Congo, est-ce que nous avons réellement une politique salariale? Bon, les textes sont là, mais ils ne sont pas vraiment en application. Lorsque vous êtes à un chômage de 85% de la population active, ça veut dire que cette politique ne fonctionne pas. Il y a plus de chômeurs. Ça ne peut pas réjouir les uns et les autres. Et quand les gens parlent de dissocier l'économie et la politique, c'est faux. Parce qu'on ne peut pas être un politicien ne pas savoir gérer. Mais savoir gérer, c'est l'économie. Savoir gérer, c'est l'économie. Le bon politique ne peut pas se faire sans une dose économique. Ah oui, évitons de faire des confusions. Le bon politique sans dose économique, ce n'est pas une bonne politique. Et lorsque vous êtes dans un pays où il y a plus de chômeurs, est-ce qu'on doit scientifiquement, il faut qu'on se pose des questions. Est-ce qu'on fait vraiment des bonnes politiques? Voilà. Lorsque vous êtes dans un territoire, l'infrastructure vous fait défaut. Est-ce qu'on fait vraiment des bonnes politiques? Une bonne politique, c'est une bonne économie. Voilà. Donc aujourd'hui, tous les États ont passé des étapes comme ça, mais logiquement, ils se ressaisissent. Ils se ressaisissent en mettant une pilule. Et le pilule qui peut nous sauver aujourd'hui, c'est accompagner le secteur privé. Mais on ne peut pas accompagner le secteur privé sans un plan. Il faut un plan de relance. Sinon, on navigue à vue. Hein? Ah oui, mais il faut un plan de relance. Il faut un plan. Sans un plan, ça sera extrêmement difficile. Et ce plan ne peut pas être élaboré uniquement. Il faut maintenant qu'on cherche à faire une coalition entre le politique et les acteurs sectoriels de l'économie pour que vous puissiez pondre le plan. C'est ça qui doit se faire. Regarde, par exemple, prenons l'exemple de la France. La France, 2020, ils ont injecté beaucoup d'argent, même aux États-Unis, mais malgré tout ça, l'innovation a pris un coup de fouet, l'entreprise a pris un coup de fouet. Vous voyez que le président français actuellement
a demandé à tous les scientifiques, y compris les scientifiques de l'économie qu'on appelle les entrepreneurs ou les chefs d'entreprise, pour créer ce qu'on appelle le plan France 2030, avec une enveloppe budgétaire qui va tourner autour de 30 milliards d'euros pour booster l'entreprise. Lorsqu'on booste l'entreprise, on crée des salaires, on crée des taxes, on crée l'innovation dans le territoire, on crée l'avancement du territoire. Mais lorsque l'entreprise n'est pas boostée, ce sera extrêmement difficile. Il faut booster l'entreprise en République démocratique du Congo. Il faut qu'on parle de l'entreprise. Parce que c'est autour de l'entreprise. Les économies modernes du XXIe siècle, c'est l'entreprise qui met en exergue. Mais aujourd'hui, on a passé plus de temps. On a créé que l'emploi autour de l'administration publique. Mais le source de l'administration publique, c'est le ménage et les entreprises. Mais aujourd'hui, le ménage et les entreprises dans le territoire sont en difficulté. Vous voyez que l'État aussi... Au sorti des universités, tout le monde était destiné à être fonctionnaire public, aller à la fonction publique. On a passé... Or aujourd'hui, ça montrait... Mais ça montre ces schémas montraient ses limites. La principale des institutions administratives ou des institutions politiques, c'est les citoyens et les entreprises. Parce que ceux qui vont consommer, ceux qui vont épargner, ce sont les citoyens. Mais pour qu'un citoyen consomme dans la formalité, il doit avoir un compte en banque. Mais vous ne pouvez pas avoir un compte en banque lorsque vous n'avez pas l'emploi. Si on veut augmenter, par exemple, le salaire au niveau de la fonction publique, il faut que le secteur privé congolais soit attractif. Parce que c'est surtout le secteur privé congolais que l'État va tirer les dividendes. Sans secteur privé attractif, l'État va tirer des dividendes comment? On sera bloqué. Donc aujourd'hui, le problème des chômages fragilise la République démocratique du Congo. Chômage et insécurité. Est-ce que le chômage peut-il être considéré comme étant ces vecteurs de l'insécurité? Oui. Démontrez-les. Oui, parce que lorsque les gens ne sont pas occupés, ils sont manipulables. Beaucoup de jeunes gens sont manipulés aujourd'hui. L'oisiveté est le commencement de tous les maux. Mais oui, mais parce que lorsque quelqu'un a 8 heures du temps, où il quitte la maison, son domicile, il va à l'entreprise. Comment on va le récupérer pour le mettre? Il est occupé. Il est occupé. Il rend service d'abord à sa nation. Comment on va le récupérer pour mettre dans la jungle? Donc, dans tous les États, lorsque vous êtes dans une situation... Je vois de l'insécurité, je vois aussi l'insécurité urbaine, à l'instar des Koulouna, et du banditisme urbain. Beaucoup passent dans des foyers parce que la famille a un rôle très très important. Et aujourd'hui, la famille décroche en République démocratique du Congo. Beaucoup de familles n'ont pas de revenus. Et la plupart des enfants aujourd'hui sortent du système scolaire sans formation, sans qualification. Et ces enfants deviennent à l'âge adulte, et qu'est-ce qui reste pour eux? La rue. C'est pour ça que vous voyez que lorsque vous êtes dans cette situation, c'est dangereux. Et maintenant, on développe les alternatives pour permettre l'école de la deuxième chance à ces jeunes générations de trouver même les ateliers mécaniques, les chantiers en travaux de BTP, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on peut regagner la paix en République démocratique du Congo, d'établir des zones où on met les entreprises en exonérant les taxes pour que ces entreprises puissent nous encadrer, cette jeune génération qui sont dans la rue et qui devient une menace pour la République démocratique du Congo. C'est ce que tous les États ont fait. Vous insistez sur la planification. Mathieu Takizala, en tant qu'entrepreneur, vous êtes vous-même aussi planificateur. Mais comment voyez-vous la République démocratique du Congo? Je ne vais pas très loin. Je pense seulement dans 5 ans. Est-ce qu'on peut sortir de cette impasse? Pour sortir de cette impasse, il faut mettre tout le Congolais en mouvement. Parce que la République démocratique du Congo, une seule loi ne peut pas le construire. Il faut que tous les secteurs fonctionnent. Cessons de croire que c'est uniquement les élections qui peuvent développer la République démocratique du Congo. Et en général, les inspirations des élections viennent dans les indicateurs salariales du territoire. Et la démographie. On doit donner plus de moyens
à l'Institut statistique congolaise. On doit donner plus de moyens à l'Office de l'emploi congolaise. On doit donner plus de moyens à l'inspection du travail de la République démocratique du Congo. On doit donner plus de moyens aux entrepreneurs congolais. On doit donner plus de moyens à la Cour des comptes congolais. On doit faire une vraie décentralisation économique du territoire. Et c'est par là qu'on peut s'en sortir. On doit innover la société congolaise. C'est comme ça que ce pays peut prendre la maturité. Mais sans ça, ça sera extrêmement difficile. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que les politiques et les acteurs économiques puissent marcher ensemble. Cette scission qui s'est faite pendant 50 ans ne nous a pas fait gagner. De croire que c'est uniquement autour des urnes que ce pays va se développer, ça sera extrêmement difficile. Il faut qu'on mette à côté des urnes congolais l'entreprise et la formation de Congolais. Parce qu'on a fait plus d'élections ici. Mais les territoires restent avec la ruine sociale. Il faut mettre un accent particulier aussi sur la formation. Il faut mettre un accent particulier sur la formation des Congolais. Il faut plus continuer à former pour former. Mais avant de former, il faut tenir compte aussi, territoire par territoire, il y a combien d'offices qu'on appelle les entreprises où les Congolais paient élire domicile pour s'évaguer. Parce qu'on le forme pourquoi? On forme quelqu'un pour qu'il l'exerce. Mais lorsque vous formez les gens, le nombre des entreprises sont en décroissance ici. Donc le nombre des entreprises n'est pas important dans le territoire. Même ces petits nombres qu'on a sont en difficulté. Et cela fragilise la République. Donc il faut créer un fonds souverain, il faut créer une banque publique d'investissement qui va accompagner les entrepreneurs. Il faut créer ce qu'on appelle, moi j'appelle toujours RDC-PME. Ça signifie une interface qui sera là pour accompagner les PME qui sont dans le territoire. Évitons de nous montrer à chaque fois ici les porteurs de projets. Oui, on n'est pas contre avec le projet. Mais d'abord, la plupart des entreprises qui sont dans le territoire sont en difficulté. Beaucoup d'entre eux n'ont même pas de contractuels. Maintenant, recensez ces entreprises-là. Boostez ces entreprises. Mettez ces entreprises en relation avec les autres entreprises. Parce que c'est autour de ces entreprises qu'on peut créer la valeur. Aujourd'hui, moi, je suis un chef d'entreprise. Est-ce qu'on a du contractuel? Non. Mais l'absence du contractuel nous fait canard boité. Vrai ou faux qu'en RDC, la politique paye mieux, est un secteur qui paye? Parce qu'il y a de ces personnes qui ont pour emploi en RDC qu'est la politique. Est-ce normal ça? Non, ce n'est pas normal. Mais en face de la politique, il y a quoi? Quelle est l'alternative on donne à part la politique? Lorsque vous fragilisez l'entreprise, ça reste uniquement la politique. Mais si nous voulons que les Congolais, avant de faire la politique, qu'ils puissent avoir vraiment quelque chose du constat, ben, il faut booster l'entreprise. L'absence de l'entreprise a fait que tout Congolais, pour vaguer, automatiquement, inspire à être politicien. Parce que où il va déposer son CV? Parce que nous, les spécial auto, nous sommes en difficulté. On n'a même pas de contractuels. Et le bon nombre des entreprises de 440 Congolais, l'absence du secteur privé qui devait être aussi des clients. Aujourd'hui, l'ONATRA de l'époque, lorsque le secteur privé était promoteuse, vous avez vu que l'ONATRA a pris un essor. Air Zahir de l'époque, parce que le secteur privé était le client d'Air Zahir et le client de l'ONATRA. Mais aujourd'hui, on a fragilisé le secteur privé. Vous voyez que la plupart de ces entreprises n'ont même pas de ressources. Et aussi, ils ont un peu le travail. Au lieu de donner au secteur privé, parce que lorsqu'ils donnent au secteur privé, automatiquement, ça va les revenir. Non, on choisit la rue. C'est ça. Auditez ces entreprises du 440 congolais. Portefeuille. Mettez des bons managers. Donnez des objectifs à ces entreprises. Chaque entreprise doit montrer dans la liste des fournisseurs. Des objectifs qui doivent être considérés comme des défis. Des défis. Ça signifie que dans la liste de chaque entreprise du 440 congolais, on doit nous montrer quels sont les PME qui cohabitent avec eux, qui sont fournisseurs, qui travaillent avec eux. Parce que c'est comme ça qu'on peut gagner. C'est comme ça qu'on peut créer de l'emploi. Au lieu de nommer quelqu'un, après, le peu de travail qui est dans ces grandes entreprises, on le voit dans la rue, dans l'informel,
Et les entreprises qui sont dans le territoire n'ont pas de carnet de commandes. Et comment vous allez créer de l'emploi? Mathieu Takizala, je crois que nous atterrissons déjà, entrepreneurs congolais, on a compris les défis. Qu'est-ce que vous pouvez dire en guise de conclusion, en tout cas, parce que ce n'est pas un mal qu'on ne peut pas soigner, qu'on ne peut pas résoudre. Qu'est-ce que vous pouvez dire en guise de conclusion pour terminer? D'abord, moi je viens de lancer l'appel solennel à tout entrepreneur qui est dans le territoire congolais de rejoindre Défi RDC. C'est une plateforme de réseautage des entrepreneurs et des investisseurs parce que l'entreprise doit gagner en République démocratique du Congo. Si l'entreprise gagne en République démocratique du Congo, vous allez voir que la masse, bon nombre de Congolais seront occupés et les innovations vont revenir à la République démocratique du Congo. Défi RDC. Défi RDC. Donc j'appelle tout entrepreneur de rejoindre ce mouvement et c'est autour de ce mouvement qu'on va mutualiser nos compétences et nos difficultés. Parce qu'aujourd'hui, bon nombre d'entrepreneurs tournent seuls. Mais un entrepreneur ne peut pas être seul. Il faut être à l'intérieur d'un réseau et ces réseaux peuvent vous permettre aussi d'avoir le client, d'avoir le banquier, d'avoir le juriste, d'avoir ainsi de suite. D'avoir l'agriculteur. Et c'est comme ça. Et c'est pour ça que nous disons aux entrepreneurs, rejoignez-nous. Et nous disons encore quoi? Nous disons aux dirigeants politiques de comprendre qu'il y a une urgence en République démocratique du Congo. Il faut un plan de relance en République démocratique du Congo. Et moi, spécial autogarage, nous mettons des modèles économiques avec cette entreprise, l'économie de franchise et les sociétés qui ont l'intérêt connexe avec Spécial Autogarage, qui puissent prendre part à l'intérieur de Spécial Autogarage, de ne pas être uniquement consommateurs, mais associés à l'intérieur. Et c'est comme ça parce que nous voulons être à l'intérieur du pays, sur le 26 provinces. C'est pour ça que nous disons au président de la République et au Premier ministre Sam, j'ai écrit à toutes les institutions pour ce plan de développement de Spécial Autogarage, pour que nous puissions avancer parce qu'aujourd'hui, la jeunesse est dans la rue. Plus qu'on va laisser les Congolais dans la rue, ça sera extrêmement difficile. Défi RDC. Voilà. Je crois ce n'est que les débuts. On va suivre ces projets pas à pas. Défi RDC, un projet porteur pour la République démocratique du Congo. Au plaisir alors de vous revoir très vite dans une nouvelle édition des Enjeux. Voilà l'engagement qu'on a de mettre le Congolais en mouvement, d'avoir plus de Congolais qui travaillent, un entrepreneur est dans le territoire pour créer de l'emploi. Et nous disons à ceux qui nous dirigent politiquement que sans entreprise en République démocratique du Congo, ça sera la ruine. Il faut accompagner les entrepreneurs. Nous, on a eu ce courage de créer des structures dans le territoire, mais nous voulons que du contractuel. Avec du contractuel, ça sera le merveille pour le territoire congolais. Les ingénieurs congolais ont besoin de travailler. Merci beaucoup, Mathieu Takizala. C'est moi qui vous remercie. Messieurs et dames, Mathieu Takizala, entrepreneur congolais, a été suffisamment clair. C'est vrai que la République démocratique du Congo est frappée par un fléau, c'est celui du chômage, mais ce n'est pas un mal irrémédiable, pas du tout. Avec un peu d'effort, avec un peu d'intelligence, on peut sortir de cette impasse. Au plaisir de vous retrouver très vite avec les mêmes et réels plaisirs dans une nouvelle édition des Enjeux. Au revoir.